En mars 1830, sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, la colonie française ne cachait même plus son vice, elle l'exposait au soleil. Des corps étaient alignés comme des lots, observés, évalués, déplacés au gré des enchères par des hommes qui se disaient civilisés, parce qu'ils savaient signer des actes et porter des vestes propres. Ce marché n'avait rien d'accidentel. Il était le cœur économique d'un ordre fondé sur le vol, l'écrasement et l'habitude du mépris. C'est là que Henri de Valmont, riche propriétaire de l'habitation Clafontaine, fit en 1830 un achat qui, aux yeux des témoins, passa pour une extravagance. 2 fillettes de 7 ans, jumelles, originaires de la Côte de l'Or, arrachées à leur monde après l'incendie de leur village, furent présentées devant la foule. On les annonça comme dociles, robustes, prometteuses. On ne parla ni de leur langue, ni de leur lignée, ni de la mémoire qu'elles portaient. On ne parle jamais de ce qui donne une âme à ceux qu'on veut réduire à une fonction. Le commissaire-priseur demanda 500 francs pour la paire. Les offres montèrent. Valmont, alors dans la force de l'âge, paya 1500 francs, 3 fois le prix ordinaire pour un enfant seul. Des hommes rirent, d'autres admirèrent son goût du rare. Il aurait murmuré que les jumeaux portaient de bonheur dans sa famille. Même ces superstitions avaient la vulgarité des puissants. Ils appelaient « présage ce qu'ils volaient ». Les fillettes, elles, n'étaient fanées pour répondre au nom que la colonie allait leur imposer. Leur mère les avait appelées Aya et Adjoua. Plus tard, sur l'habitation, on les rebaptiserait Céleste et Solange, sous prétexte de christianiser ce que l'ordre colonial voulait d'abord effacer. Changer un nom était toujours le premier geste du système. On commence par retirer à quelqu'un sa voix, on continue en lui retirant son histoire, puis l'on feint d'être surpris lorsqu'un jour cette histoire revient demander des comptes. Le trajet de Pointe-à-Pitre à Basse-Terre se fit par mer puis par route, sous la surveillance de ceux qui croyaient transporter 2 enfants brisés. C'était là leur première erreur. Aya et Dadjoua avaient vu leur village partir en cendres, leur mère se taire pour ne pas mourir plus vite, les captifs marchaient vers la côte, puis le navire. Elles avaient 7 ans, et déjà la certitude froide qu'un monde capable de telles choses n'avait aucune autorité morale. Elles ne possédaient plus rien, sauf une mémoire. Cette mémoire, personne ne l'achetait. Leur grand-mère, femme de savoir chez les Akanes, leur avait transmis, avant la capture, plus que des gestes de guérison. Elle leur avait appris à observer, à reconnaître la patience du vivant, à comprendre qu'une plante peut sauver ou condamner selon la main qui la prépare. Le commerce colonial, trop occupé à compter ses barriques de sucre, ne s'intéressait jamais à l'intelligence de ceux qu'il déportait. Il y avait dans les cales des cultivateurs, des guérisseurs, des chefs religieux, des artisans, des enfants déjà instruits à lire le monde. Le planteur, lui, ne voyait qu'une force de travail. Ce fut sa faute capitale. L'habitation Clafontaine couvrait plus de 1200 hectares entre le littoral et les hauteurs. La grande case dominait les champs, sévères et blanches, comme si la pierre elle-même voulait rappeler qui commandait. En 1830, Valmont y régnait déjà avec la réputation d'un homme efficace. Ce mot si commode quand on veut éviter celui qui convient. Infâme. Il ne frappait pas toujours dans l'emportement. Il organisait, il classait. Il calculait, il savait qu'une peur bien distribuée coûte moins cher qu'une révolte. Il séparait les proches, mesurait les rations, assignait les tâches, surveillait les corps, notait les rendements. Ce n'était pas seulement la brutalité d'un homme, c'était la routine d'un système qui avait appris à transformer l'inhumain en gestion. Et c'est dans ce dispositif froid que furent introduites Céleste et Solange, envoyées au service de maison parce qu'elles étaient jeunes, jumelles, et déjà capables de comprendre qu'il fallait baisser les yeux pour survivre. La maison voulait des silhouettes silencieuses. Elle reçut 2 témoins. On les crut soumises parce qu'elles parlèrent peu. On les crut dociles parce qu'elles apprirent vite. On les crut domptées parce qu'elles ne donnèrent pas le spectacle attendu de la rébellion immédiate. Mais l'erreur des maîtres fut toujours la même. Confondre le calme avec l'acceptation. À 7 ans, Céleste et Solange avaient déjà compris que l'ordre colonial n'offrait aucune justice. Il ne laissait qu'un choix, plier en apparence ou disparaître. Elles plièrent donc en apparence. Elles retinrent les visages, les voix, les couloirs, les clés, les habitudes. Elles gardèrent leur langue pour la nuit. Elles apprirent à cacher non seulement leur colère, mais leur capacité de penser. Dans un monde qui les jugeait inférieurs, leur premier acte de défense fut de laisser l'ennemi croire à sa propre fiction. Il faut dire clairement ce que la colonie taisait alors et ce que tant de récits adoucissent encore. L'achat de ces 2 enfants ne fut pas un épisode pittoresque de la Guadeloupe française. Ce fut un acte d'accusation contre tout un ordre. En mars 1830, sur une place publique, des hommes bien vêtus transformèrent devises en transactions. Henri de Valmont signa, paia, emporta
ses biens vers Basse-Terre, persuadé d'avoir gagné. En vérité, il venait d'introduire sous son propre toit deux mémoires qu'aucune règle coloniale ne pourrait entièrement dissoudre. Ce qu'il appelait propriété n'était qu'un délai. Ce qu'il appelait ordre n'était qu'une illusion garantie par la peur. Et ce qu'il croyait avoir acheté ce jour-là, ce n'était ni l'obéissance ni l'oubli. C'était sa propre condamnation, entrée chez lui sous la forme de deux enfants, qu'on prenait pour des proies parce qu'on refusait de voir des personnes. De 1830 à 1841, l'habitation Clafontaine prospéra comme prospèrent les maisons bâties sur l'effacement des autres, en se donnant les apparences de la stabilité. Le sucre partait, l'argent rentrait, la grande case recevait des visiteurs et les registres coloniaux ne retenaient que des chiffres. Plus de 200 personnes servaient la fortune de Valmont. Les champs, les cuisines, les écuries, les ateliers, les chambres, tout fonctionnait, selon une logique de rendement. On pouvait presque admirer la précision de la machine si l'on consentait à oublier que ces rouages étaient des êtres humains. C'est d'ailleurs ainsi que beaucoup d'hommes de ce temps se sont arrangés avec leur conscience. Ils ont appelé administration ce qui relevait de l'écrasement. Ils ont appelé discipline ce qui relevait de la confiscation de toute dignité. Et ils ont appelé modernité la faculté de tirer davantage de travail de ceux qu'ils tenaient et sous contrainte. Céleste fut progressivement affectée à la cuisine et aux dépendances d'Édith Dujardin. Solange monta aux étages, au linge, aux chambres, aux couloirs, là où l'on voit tout sans être vu. Les années faisant leur ouvrage sur les corps, elles grandirent vite mais sans jamais cesser de compter. Elles comptaient les pas entre la cuisine et le bureau du maître. Elle comptait les bouteilles descendues à la cave, elle comptait les jours de marché, les visites du notaire, les absences du commandeur, les nuits où la surveillance se relâchait, les lattes de parquet qui craquaient, les serrures faciles, les fenêtres mal fixées, les domestiques trop fatigués pour tenir jusqu'à l'aube. Cette mémoire des détails n'avait rien de poétique, c'était une instruction de survie. Dans une colonie où la loi protégeait le possesseur contre le possédé, savoir était la seule réserve qu'on ne pouvait pas leur taxer. Elles trouvèrent aussi, dans les marges du système, des maîtres et involontaires. Il y eut Salomon, vieil homme arraché autrefois à un monde où l'on lisait déjà avant que les colons ne viennent vendre leur prétendue lumière. Il savait former des lettres, assembler des mots, faire de l'écrit un abri. Il leur apprit en secret, à heure pauvre, sur des bouts de papier volés, parfois sur des surfaces qu'on effaçait aussitôt. Lire, pour elle, n'avait rien d'un privilège culturel. C'était apprendre le langage même de l'ennemi, savoir déchiffrer un registre, un ordre, une note, une signature, c'était déjà sortir du rang qu'on leur assignait. À Clafontaine, le pouvoir reposait sur l'idée que les asservis n'étaient pas censés comprendre. Comprendre devenait donc une faute utile. Madame de Valmont, épouse encore vivante à cette époque, se croyait raffinée parce qu'elle entretenait un jardin médicinal derrière la cuisine. Citronnelle, menthe, verveine, feuilles calmantes, racines contre les fièvres. Elle parlait d'herboristerie comme d'un amusement de dame. Céleste, elle, regardait autrement. Elle reconnaissait les usages déclarés, mais aussi les limites, les voisinages, les espèces discrètes, les plantes que l'on ne nommait pas devant les maîtres. Le laurier rose poussait non loin de là, superbe et dangereux, décoratif pour les ignorants, parlant pour ceux qui savent. Céleste ne se pressa pas. Elle observa les saisons, la vigueur des racines, la manière d'extraire sans laisser de traces évidentes. Elle ne prépara rien encore. Elle entreposa seulement le savoir, comme on dépose un outil derrière une porte fermée à clé. La colonie se croyait savante parce qu'elle publiait des ordonnances. Elle ne soupçonnait pas que tout près d'elle circulait un autre savoir, plus ancien, plus discret, plus patient. À mesure qu'elles entraient dans l'adolescence, Céleste et Solange se forgèrent une règle inflexible. Ne jamais gaspiller une information. Les repas servis dans le salon leur apprirent les noms des familles Becquet de Basse-Terre, leurs alliances, leurs querelles, leurs peurs aussi. Les conversations de table étaient de véritables aveux. L'un parlait du prix du sucre, l'autre de l'agitation abolitionniste venue d'Europe, un troisième racontait qu'un marron avait disparu vers les hauteurs, un quatrième s'inquiétait des passeurs entre les îles. Tous croyaient parler devant du mobilier humain. Tous livraient des éléments de carte. Céleste et Solange apprirent que la Dominique, sous loi britannique depuis l'abolition de 1833, représentait une possibilité réelle. Elles apprirent l'existence des forêts de la Soufrière, des anses discrètes, des marins qui, contre argent ou par conviction, faisaient passer des fugitifs. Chaque détail, chaque phrase, chaque rumeur devenait une pièce. On les avait condamnées et asservir. Elles décidèrent donc de transformer le service en collecte.
C'est à cette époque qu'Ambroise entra pleinement dans leur horizon. Cocher principal de l'habitation, il conduisait Valmont à Basse-Terre, au port, chez les voisins, aux affaires. Cela faisait de lui un homme à qui l'on accordait plus de circulation que d'autres. Le maître croyait récompenser la loyauté. En réalité, il nourrissait un témoin mobile. Ambroise connaissait les chemins de traverse, les postes de garde, les habitudes des patrouilles, les portions de route où l'on disparaît vite quand la pluie tombe ou que la nuit ferme les yeux des autres. Sa propre histoire avait été éventrée par le commerce colonial. Une épouse vendue en Martinique, 3 enfants dispersés. Aucune certitude sur leur survie. Il ne parlait pas beaucoup, mais son silence n'était pas un renoncement. C'était la même économie morale que chez les jumelles. Dans un ordre fondé sur l'arbitraire, mieux vaut cacher ce qui reste de soi que l'exposer à la destruction. En 1841, 12 ans après l'achat de mars 1830, Valmont pouvait se flatter, dans ses notes privées, d'avoir fait de Clafontaine une habitation exemplaire. Exemplaire, oui, au sens où l'abjection aime s'ériger en modèle. Les stocks montaient. Les sanctions semblaient rares parce que la peur travaillait en amont. Les domestiques de maison, disait-on, étaient d'une exactitude remarquable, surtout les jumelles. Ils ne comprenaient rien. Cette exactitude n'était pas de la fidélité. C'était une infiltration lente. Pendant qu'il tenait ses comptes, Céleste et Solange dressaient les leurs. Pendant qu'il consolidait sa fortune, elles consolidaient leur mémoire. Pendant qu'il croyait la maison calme, il vivait déjà dans une demeure observée de l'intérieur. Ceux qui dominent par habitude ne voient jamais venir la vraie menace. Ils attendent le bruit. Ils ne comprennent pas le silence organisé. En 1842, au printemps, Henri de Valmont avait 52 ans. Céleste et Solange en avaient 19. 12 ans de servitude les séparaient de leur nom d'origine, mais pas de leur mémoire. Entre-temps, Madame de Valmont était morte de la fièvre jaune, et avec elle s'était dissipé le mince vernis de respectabilité que certains aiment confondre avec la morale. La maison n'était plus simplement dure, elle devenait ouvertement prédatrice. Valmont fréquentait les dépendances la nuit, changeait l'affectation de certaines femmes selon ses désirs, multipliait les réceptions où la frontière entre service et humiliation n'était plus qu'un mensonge de salon. La colonie voyait, commentait parfois, mais se taisait au moment décisif. Il faut insister sur cette complicité. Le scandale, dans ces sociétés, n'était jamais l'abus lui-même. Le scandale était seulement qu'il cesse d'être discret. Un matin de juin 1842, dans son bureau d'Acajou, un verre d'alcool déjà à la main, alors que le jour commençait à peine, Valmont convoqua Céleste et Solange. Il ne leur parla pas comme à des personnes, mais comme à un propriétaire décrivant un aménagement de domaine. Il annonça qu'il avait pris une décision exceptionnelle. Il allait les épouser toutes les deux, lors d'une cérémonie publique le samedi suivant. Ce ne serait pas légal, bien sûr. Les personnes réduites en servitude n'étaient pas reconnues comme partenaires d'un contrat ordinaire, mais précisément ce détail excitait son orgueil. Il voulait un simulacre, il voulait des témoins. Il voulait montrer à la Guadeloupe que sa richesse le plaçait au-dessus des usages, au-dessus de la retenue, au-dessus de la honte. Il voulait, en somme, transformer la domination en spectacle. C'est toujours le point où le pouvoir se trahit, lorsqu'il ne se contente plus d'opprimer et cherche à être applaudi. Céleste répondit avec la maîtrise qu'exigeait 12 ans d'observation. Elle remercia pour l'attention. Solange demanda le temps nécessaire à la préparation des robes. Il sourit, croyant recevoir de la gratitude. Ils prenaient leur calme pour une capitulation. En quittant le bureau, elles ne prononcèrent pas un mot avant de retrouver la relative obscurité des espaces de service. Elles n'en avaient pas besoin. L'annonce, loin de les surprendre, venait simplement confirmer ce qu'elles savaient depuis longtemps. Un jour, Valmont voudrait rendre publique la prétention absolue qu'il nourrissait en privé. Ce jour-là était arrivé. Et ce qu'il croyait être l'achèvement de sa puissance allait devenir la seule brèche assez large pour l'abattre. Le soir même, dans la case qu'elle partageait encore avec d'autres femmes, elles firent ce que la loi coloniale n'avait jamais su empêcher. Elles tinrent conseil. En langue maternelle, avec la précision d'un état-major sans papier, elles passèrent en revue les données accumulées. La cérémonie aurait lieu en soirée devant les familles influentes de Basse-Terre et des environs. Les cuisines seraient saturées de travail. La maison principale monopoliserait l'attention. Les gardes seraient relâchés par l'alcool, les domestiques épuisés par les préparatifs, les fenêtres ouvertes par la chaleur de juin. Elles ne cherchaient plus à savoir si une issue existait. Elle vérifiait seulement si le moment était suffisamment net pour que le plan ne se brise pas sur l'imprévu. Le nom d'Ambroise revint aussitôt. Sans lui, la sortie de l'habitation restait fragile. Avec lui, la route devenait possible.
Céleste le rejoignit à l'écurie la nuit suivante. Elle parla sans détour. Elle exposa la cérémonie, l'intention de Valmont, la nécessité d'une riposte, puis l'exigence d'un départ immédiat après minuit. Elle ne lui demanda pas s'il la plaignait. Elle lui demanda s'il acceptait de risquer sa vie. Ambroise répondit comme répondent les hommes auxquels l'ordre colonial a déjà tout pris, sans théâtre. Il voulut seulement savoir si Valmont comprendrait. Céleste lui assura que oui. Pas par vengeance hystérique, non, par lucidité. Il saurait que sa fin ne viendrait pas du hasard, mais de ceux qu'il avait jugés incapables de penser. Ambroise promit une calèche légère, les meilleurs chevaux et un rendez-vous derrière l'ancien séchoir à tabac au bord de la propriété. Il exigea aussi de partir avec elle. Il n'avait plus rien à conserver à Clafontaine, sauf des ruines intérieures. Elles acceptèrent. Les jours suivants furent consacrés non à la peur, mais à la préparation. Céleste se rendit avant l'aube près de la ravine où poussait le laurier rose. Elle préleva ce qu'il fallait, sans geste superflu, avec la rigueur héritée de sa grand-mère. Elle savait que la colonie ignorait beaucoup de choses et qu'elle méritait cette ignorance pour avoir traité les savoirs africains comme de la superstition. La préparation devait être assez discrète pour ne pas éveiller les soupçons, assez précise pour agir au moment voulu. Solange, de son côté, confectionna les robes blanches commandées par Valmont. Robes impeccables en apparence mais modifiées à l'intérieur. Poches cousues dans les doublures, espace pour une fiole, pour de petits papiers, pour ce qu'une fuite exige quand elle ne dispose que de quelques minutes entre la survie et la capture. C'était cela, leur guerre, faire du tissu, de la cuisine, du service et de la discrétion les instruments d'un renversement. Le vendredi soir, la maison tout entière vibrait de préparatifs. On emprunta des domestiques à des plantations voisines. Les tables s'allongèrent. Les fleurs furent placées, les bougies alignées. Le notaire fut prévenu. Valmont traversait les salons avec l'assurance d'un homme persuadé que l'histoire lui appartient. Il parlait d'un nouveau chapitre, d'un geste audacieux, d'une preuve de sa liberté à lui. Voilà le mensonge central du maître, appeler liberté la faculté d'écraser celle des autres. Céleste et Solange l'observaient, parfaitement réglés, parfaitement calmes. Leur regard ne tremblait pas. Leur projet n'était pas né d'une impulsion. Il s'était formé sur 12 ans. Ce samedi de juin 1842 ne leur apportait pas le courage. Il leur apportait seulement l'occasion. Le 14 juin 1842, à mesure que le soleil déclinait sur Basse-Terre, les calèches arrivèrent à Clafontaine avec leur cargaison d'indifférence bien habillés. Des familles de planteurs, des notables, des hommes d'études, des épouses chargées de dentelles, tous vinrent voir ce qu'ils appelleraient plus tard un excès de goût, mais jamais le mot juste. Aucun ne traversa la propriété pour dire que ce qui se préparait relevait d'une humiliation publique. Aucun ne quitta la maison au nom d'un principe. Ils restèrent, ils mirent, ils burent. Ils commentèrent. Certains trouvaient l'idée choquante parce qu'elle était ostentatoire, non parce qu'elle était fondée sur la confiscation de devis. Voilà comment les sociétés corrompues se protègent. Elles débattent du style pour ne pas affronter la faute. À 19h, Céleste et Solange descendirent le grand escalier, vêtus de blanc. La scène frappa les invités par sa symétrie, par la maîtrise de leurs gestes, par le calme de leur visage. De leur visage, ce calme, plusieurs s'en souviendraient un peu plus tard comme d'un signe de consentement. Ils voulaient s'en convaincre. Il est toujours plus confortable de prêter l'adhésion à l'opprimé que de reconnaître son propre rôle de témoin lâche. Valmont les attendait au bas des marches, rayonnant d'orgueil. Le notaire lut quelques formules creuses, sans valeur réelle mais assez sonores pour que chacun puisse se dire qu'il avait assisté à une cérémonie. Des bagues furent passées à leurs doigts. Des applaudissements polis suivirent. Tout était là. L'argenterie, le champagne, les sourires, la musique de salon, la lumière des bougies sur les boiseries. Il ne manquait qu'une chose, la seule qui donne un sens à une union, la liberté. Mais cette absence-là, la colonie avait appris à la recouvrir de nappes blanches et de rhum vieux. Ce qui mérite d'être retenu n'est pas seulement la scène, mais la distribution des rôles. Valmont se croyait l'auteur de la soirée. Les invités se croyaient spectateurs. Céleste et Solange, elles, savaient déjà qu'elles avaient repris la mise en scène. À partir de ce moment, chaque sourire offert, chaque verre approché, chaque geste gracieux n'était plus un service. C'était une procédure. Elle circulait dans le salon avec une précision sans faille. Céleste veillait sur les boissons du maître. Solange restait à portée, attentive, insaisissable. Personne ne s'alarma. Comment l'aurait-il fait ?
Ils regardaient deux jeunes femmes noires formées à l'obéissance, et dans leur esprit, la conclusion précédait toujours les faits. Si elles servent, c'est qu'elles acceptent. Si elles se taisent, c'est qu'elles consentent. Si elles vivent encore ici, c'est qu'elles n'ont pas d'autre horizon. Toute domination durable repose sur ce genre de paresse intellectuelle. Au fil des heures, l'alcool aidant, les langues se délièrent. On parla des débats en France, de la menace abolitionniste, des journaux, des intérêts du commerce, des agitateurs de Paris et de Londres. On parlait de liberté comme d'un problème administratif. On ne prononçait jamais le nom de ceux à qui elle manquait. Dans un coin du salon, un voisin aurait plaisanté sur l'audace de Valmont. Une épouse aurait détourné les yeux quand il posa trop longtemps la main sur l'épaule de Solange. Un autre homme, plus prudent, aurait murmuré que la cérémonie allait peut-être trop loin. Aucun ne partit. Aucun n'interrompit rien. Et cette inertie, cette petite lâcheté mondaine additionnée à tant d'autres, pesa ce soir-là autant que les décisions du maître. Les systèmes ne tiennent pas seulement par la violence de celui qui commande, ils tiennent par la docilité morale de ceux qui regardent. Vers 23 heures, la réception se vida peu à peu. Les plus sobres s'éclipsèrent avec le prétexte commode de la distance et de l'heure. Les autres restèrent assez longtemps pour tituber, rire trop fort, ne plus rien comprendre à ce qu'ils voyaient. Valmont avait beaucoup bu. Il montait l'escalier en se croyant triomphant, soutenu non par le doute, mais par la certitude obscène qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Une main s'appuyait à la rampe, l'autre cherchait encore à retenir Solange près de lui. Céleste suivait, portant un dernier verre. Là aussi les témoins présents virent sans voir. Ils pensèrent assister à l'ultime scène d'une nuit ordonnée selon les désirs du maître. Ils ne soupçonnaient pas qu'il venait de fournir à ses futures humiliations la plus éclatante des preuves. Toute la colonie avait été invitée à contempler sa puissance, et c'est précisément cette publicité qui rendrait sa chute impossible à étouffer. Dans la chambre principale, la grande pièce aux fenêtres ouvertes, sur la nuit chaude, le décor continuait à parler le langage de la fortune, lit à baldaquin, rideaux lourds, bois importé, miroirs, chandeliers d'argent. Valmont aimait les objets chers parce qu'ils lui confirmaient à sa place. Il ne comprenait pas que les objets ne pensent pas, ne jugent pas, ne se souviennent pas. Les deux femmes, oui. Elles entrèrent derrière lui. Solange s'assura de la porte. Céleste approcha le verre. À cet instant précis, ce n'était plus le maître qui dirigeait la séquence. Ce n'était plus non plus la colonie qui écrivait la règle. Le rapport s'était renversé, non par miracle, non par faveur venue d'en haut, mais par accumulation de lucidité et de patience. Les 12 années qui séparaient mars 1830 de juin 1842 n'avaient pas produit de résignation. Elles avaient fabriqué une réponse. Lorsque la porte de la chambre se referma ce 14 juin 1842, peu avant minuit, Clafontaine dormait déjà sur son mensonge. Le salon gardait encore l'odeur du vin et des fleurs fanées. Les domestiques s'affaissaient de fatigue dans les dépendances. Les derniers invités, s'il en restait, n'étaient plus en état de remarquer quoi que ce soit. Dans cette maison fondée sur l'inégalité, tout avait été prévu pour la célébration du maître, rien pour la possibilité d'un renversement. C'était l'erreur d'un ordre convaincu de sa propre naturalité. En vérité, il suffisait d'un instant bien choisi pour que sa façade se lézarde. Valmont entra dans la chambre avec la satisfaction lourde de ceux qui confondent possession et victoire. Il prit le dernier verre que lui tendit Céleste sans la moindre prudence. Pourquoi se méfierait-il ? Depuis 12 ans, il croyait lire dans ses visages ce qu'il avait décidé d'y voir. Il but. Solange verrouilla la porte et prit la clé. Puis elle tira les rideaux. Les gestes restèrent simples, presque domestiques. Il n'y eut ni agitation inutile, ni éclat dramatique. Cette retenue importe. Ce qui allait se produire ne relevait pas d'un déchaînement aveugle. C'était une opération précise, née d'une dette morale accumulée depuis l'enfance. Valmont regarda ses préparatifs d'un œil d'abord amusé, puis vaguement inquiet. Il n'avait pas encore compris. Les hommes de sa sorte comprennent tard parce qu'ils vivent protégés par l'habitude qu'on leur obéisse. Le temps fit le reste. Il sentit d'abord que son corps répondait moins bien. La fatigue de l'alcool, pensa-t-il peut-être, puis vinrent l'incoordination, la lourdeur, la difficulté à se lever correctement, l'étrange ralentissement de ses membres. Céleste et Solange ne haussèrent pas la voix, elles n'avaient plus besoin de jouer. Céleste s'assit en face de lui, non plus comme une servante attendant un ordre, mais comme une personne venue signifier une vérité. Elle lui dit ce qu'il fallait qu'il entende. Ce qui l'atteignait ne venait ni du hasard ni d'une faiblesse naturelle, mais d'un savoir qu'il avait toujours méprisé, parce qu'il venait du monde africain qu'il s'imaginait inférieur.
Il était frappé non seulement dans son corps, mais dans l'arrogance même qui avait structuré sa vie. Le maître moderne, méthodique, si fier de ses contes, découvrait à son tour ce que cela signifie d'être entièrement dépendant d'autrui. Elles ne cherchèrent-elles pas la brutalité? Elles choisirent quelque chose de plus décisif pour un homme comme lui, la déchéance de son illusion. Pendant que son autorité se retirait de ses gestes, Céleste et Solange parlèrent. Elles parlèrent de mars 1830, de la place de la Victoire, du village brûlé, des noms volés, des 12 années passées à observer sa maison, ses manies, ses failles. Elles parlèrent du jardin, des routes, des mots entendus au salon, des cartes mentales construites nuit après nuit. Elles lui dirent qu'il n'avait jamais rencontré l'obéissance qu'il croyait voir. Il n'avait rencontré qu'une patience contrainte. Chaque sourire reçu, chaque service impeccable, chaque silence interprété comme de la soumission relevait d'une stratégie de survie. Son intelligence supposée venait d'être réfutée par les faits. Il n'avait pas gouverné des êtres inférieurs. Il avait sous-estimé des esprits plus rigoureux que le sien. La condamnation la plus profonde fut sans doute là. Céleste lui rappela qu'il avait invité la colonie entière à se faire témoin de sa puissance. Il lui offrait donc sans le savoir des témoins pour sa ruine. Ce détail comptait davantage que sa fortune, davantage que ses terres. Le lendemain, on ne parlerait pas de ses récoltes, ni de ses contrats, ni de son nom prestigieux. On parlerait d'un homme tombé dans la chambre où il croyait sceller une domination sans recours. Solange prépara les affaires du départ. Les robes blanches furent abandonnées. À leur place, des vêtements sombres, simples, pensés pour la route. Dans les poches bien cousues, discrètement, quelques vivres, une boussole prise des semaines qui mènent plus tôt, des papiers imparfaits mais utilisables, l'essentiel pour passer un contrôle rapide si la nuit les trahissait. Elles ne se regardaient presque pas. Tout était déjà réparti, pensé, intériorisé. Avant de partir, Céleste traça sur le mur, avec une teinture rouge préparée à l'avance, une phrase dans la langue que la maison n'avait jamais comprise. Peu importait que les premiers témoins n'en saisissent pas le sens exact. Le message n'était pas destiné à flatter leur curiosité. Il était là pour marquer que ce qui venait de se produire n'était pas un désordre sans nom, mais le règlement d'une dette. La colonie avait passé des décennies à écrire sa loi sur les corps des autres. Une nuit, pour quelques heures, d'autres mains écrivaient enfin sur les murs du maître. C'était une réplique plus forte que bien des discours. Vers 1h du matin, Clafontaine resta muette. Céleste vérifia ce qu'il fallait vérifier. Le temps pressait. Elles sortirent de la chambre, verrouillèrent Normand derrière elles, emportèrent l'oncle à Clef. Elles traversèrent Normand la maison comme elles l'avaient fait 1000 fois, mais cette fois sans servir personne, sans rapporter quoi que ce soit, sans redescendre dans l'ombre assignée. Elles passèrent par la cuisine laissée praticable au bon moment, puis gagnèrent les abords du vieux séchoir à tabac. Ambroise les attendait avec la calèche prête et 2 chevaux choisis pour tenir la distance. Il ne posa pas de questions inutiles. Les personnes qui vivent sous un régime d'écrasement apprennent à reconnaître le moment où l'explication doit céder à l'action. Ils prirent la route sous la lune, loin des fenêtres de la grande case. Les premiers kilomètres furent les plus délicats, non parce que la poursuite avait déjà commencé, mais parce que toute fuite naît dans un monde encore intact. Les chiens dormaient. Les gardes bâillaient, les arbres retenaient les bruits. Et pourtant, chaque tournant pouvait annoncer une présence imprévue. Ambroise conduisait avec cette intelligence des chemins que seuls possèdent ceux qui les ont longtemps parcourus sans les posséder. Derrière eux, la Maison Blanche se tenait encore, certaine d'elle-même. Devant eux, la forêt, la mangrove, la mer et l'incertitude. C'était assez. Ceux à qui l'on refuse la liberté ne demandent pas la sécurité absolue. Ils demandent seulement une brèche. Dans la nuit du 14 au 15 juin 1842, cette brèche s'ouvrit enfin, non par grâce, mais parce que 3 personnes décidèrent qu'aucun ordre injuste ne mérite d'être éternel. Le dimanche 15 juin 1842, vers 10h du matin, l'ordre colonial se réveilla trop tard. Un domestique monta porter le petit déjeuner du maître. La porte resta close. On frappa. Pas de réponse. Le commandeur fut appelé. Il fit forcer l'entrée. Ceux qui pénétrèrent dans la chambre n'entrèrent pas seulement dans une scène de stupeur. Ils entrèrent dans le premier jour d'une panique durable. Valmont était là, dans ses vêtements de la veille, la chambre encore marquée par la mise en scène de son triomphe avorté. Sur le mur, la phrase rouge. Dans la maison, l'absence criante de Céleste, de Solange, d'Ambroise, de la calèche rapide et de 2 chevaux. La conclusion s'imposa avant même les rapports. Le maître n'avait pas succombé à un malaise ordinaire. Il avait été devancé, déjoué, dépouillé de son statut par celle qu'il croyait tenir pour toujours. Et cette vérité, plus que sa disparition elle-même, glaça la colonie.
À midi, la gendarmerie était prévenue. Des avis circulèrent, des cavaliers furent dépêchés. On fouilla les environs, les chemins, les habitations voisines, les criques, les routes vers le port. Une récompense importante fut promise, 5 000 francs pour les jumelles, 2 000 pour Ambroise. Les planteurs comprirent soudain qu'ils n'habitaient pas un monde sécurisé par la simple coutume. Ils habitaient un territoire où les personnes qu'ils pensaient connaître leur avaient en réalité dissimulé des années d'observation. Cette découverte eut l'effet d'une maladie morale. Chaque domestique devint suspect. Chaque silence sembla plus dense. Chaque regard qu'on n'avait pas pris la peine d'interpréter parut soudain contenir une réserve de jugement. Les maîtres, si sûrs d'eux, la veille encore, découvrèrent l'inquiétude des consciences sales. Pendant ce temps, la fuite avançait. Après avoir quitté Clafontaine dans la nuit du 14 au 15 juin, les 3 fugitifs parcoururent plusieurs heures nord de route avant d'abandonner la calèche aux abords de la mangrove. Là, le terrain changeait et devenait leur allié. Les patrouilles hésitent toujours quand le sol cesse d'obéir aux cartes. Ambroise guida Céleste et Solange sur des passages qu'on ne distingue pas sans expérience entre racines, rochers, eau stagnante et silence d'insectes. La poursuite lancée depuis la maison ne pouvait gagner beaucoup sur eux. Elle avait des armes, des ordres, des chiens. Eux avaient le temps d'avance, la préparation et la connaissance. Il faut rappeler cette évidence que l'histoire a trop souvent minimisée. Les asservis ne survivaient pas seulement par endurance. Ils survivaient aussi par intelligence stratégique. C'est cela que le récit officiel aime effacer, parce que reconnaître cette intelligence reviendrait à admettre l'indignité de tout le système. Au terme de cette traversée, ils atteignirent une plage isolée où un marin, Jean-Marie, les attendait selon un accord préparé par Ambroise. Ces réseaux n'avaient rien de romantique. Ils reposaient sur des hommes et des femmes qui, par intérêt, par conviction ou par simple dégoût de l'injustice, faisaient le travail que les États refusaient d'assumer, rendre possible un passage. Le canal vers la Dominique n'était pas une promesse sûre, mais il représentait l'un des rares seuils où la loi pouvait soudain changer de camp. Depuis l'abolition britannique de 1833, atteindre la Dominique signifiait entrer sur une terre où la servitude n'avait plus de base légale. C'est là toute la cruauté de l'époque. La liberté dépendait parfois moins d'un droit universel que d'une frontière maritime. Le 18 juin 1842, après la traversée, Céleste, Solange et Ambroise mirent pied à la Dominique. Ce détail doit être énoncé avec sobriété parce qu'il contient l'essentiel. Pour la première fois depuis l'âge de 7 ans, Céleste et Solange ne marchaient sur un sol où d'autres pouvaient prétendre les posséder. Elles avaient 19 ans. 12 ans de servitude derrière elles, un avenir encore incertain, mais un avenir à elles. Ambroise, lui aussi, sortait enfin du domaine de la poursuite ordinaire. Rien n'effaçait les pertes anciennes, ni l'épouse vendue, ni les enfants dispersés, ni les années prises par l'habitation. La liberté n'annule pas les blessures, elle interdit seulement qu'on les administre encore. Et cela, pour ceux qui en ont été privés, est déjà immense. À Basse-Terre, l'enquête officielle pataugea. Les médecins ne surent donner une explication nette. Les registres hésitèrent. Les rumeurs, elles, ne doutaient pas. On parla du maître des faits dans sa propre chambre, des jumelles disparues dans la nuit, du message sur le mur, de la mangrove qui les avait avalées, des chiens incapables de suivre plus loin. La colonie répondit, comme répondent toujours les pouvoirs humiliés, par davantage de surveillance. Patrouilles accrues, sanctions durcies, soupçons répandus. Rien n'y fit. La peur était entrée chez les planteurs, et elle y restait parce qu'elle venait d'une évidence impossible à annuler. Si 2 jeunes femmes tenues pendant 12 ans dans une maison pouvaient tromper tout le monde et partir, alors la docilité générale n'était qu'un mythe utile aux possédants. En automne 1844, plus de 2 ans après les faits, une lettre venue de Londres fut adressée au chef de la gendarmerie de Basse-Terre. Le message était bref, sans plainte, sans justification, sans supplication. Il disait en substance qu'elles avaient survécu, prospéré et gardé la mémoire. Aucune signature n'était nécessaire. La colonie comprit. Cette lettre avait la force d'un jugement moral. Elle signifiait que ni la distance, ni le temps, ni les archives officielles ne suffiraient à ensevelir l'affaire. Ceux qu'on voulait réduire au silence répondaient depuis la métropole même de l'Empire marchand. Ils n'imploraient rien. Ils constataient en leur propre victoire. En 1848, lorsque l'abolition fut enfin proclamée dans les colonies françaises, beaucoup se félicitèrent comme si la justice naissait soudain des bureaux ministériels. Il faut refuser cette légende confortable. Les décrets comptent, bien sûr, mais ils arrivent presque toujours après des années de résistance, de fuites, de refus, de réseaux clandestins, de paroles sauvées,
d'actes minuscules ou décisifs qui usent la façade du système. Céleste et Solange n'attendirent pas 1848 pour comprendre leur droit à vivre libre. Elles le prirent en juin 1842, au terme de 12 années d'endurance préparée. Voilà pourquoi leur histoire dérange davantage qu'elle n'émeut. Elle retire aux puissants le monopole de l'initiative. Elle montre que ceux qu'on a voulu figer dans le rôle de victime furent aussi des acteurs, des stratèges, des juges de leur propre situation. On rapporte que Céleste et Solange finirent leur vie loin de la Guadeloupe, qu'elles fondèrent des familles, qu'elles ne revinrent jamais à Clairefontaine. La grande maison, elle, disparut avant longtemps dans les troubles précédant l'abolition. C'est une fin juste, sinon complète. Les pierres tombent, les titres s'effacent, les fortunes changent de main. Restent les traces que les récits officiels n'aiment pas conserver. Il n'y a pas toujours de monument sur les lieux de l'infamie. Il y a parfois seulement une histoire transmise, un nom sauvé, une date, un geste. Cela suffit pour accuser. Il faut donc conclure sans adoucir. En mars 1830, la colonie acheta 2 enfants et crut acheter leur avenir. En juin 1842, ces 2 femmes démontèrent cette prétention. Le 15 juin, Basse-Terre découvrit que la domination n'a jamais la solidité qu'elle s'attribue. En automne 1844, Londres reçut et renvoya l'écho d'une mémoire intacte. Puis 1848 vint donner un cadre juridique à ce que des vies avaient déjà affirmé par leurs actes. La leçon n'a rien d'obscur. Tout système qui prétend administrer des êtres humains comme des biens prépare tôt ou tard sa propre faillite morale. Et ceux qui le méprisent gardent souvent, dans le silence même qu'il leur impose, les moyens de lui survivre et de le juger.